un taux d'emploi qui ne correspond pas à notre volonté, je dirais. Donc, eh bien, justement, quelles sont les perspectives à mettre en œuvre pour que nous soyons, eh bien, comme la personne, la dame, la DRH de Saint-Martin qui disait qu'ils étaient à 3, je ne me rappelle plus les chiffres derrière, mais qu'ils sont aujourd'hui à 6, donc c'est que c'est possible. Mais pour que nous puissions y arriver, eh bien, il faut que nous nous projetions et que nous réfléchissions aux perspectives que nous allons mettre en œuvre. Alors, Madame Monbrun, on va donner 2 cartes blanches à des acteurs de l'insertion de Lille, en les personnes de Madame Altis. Où est Madame Altis? Bienvenue. Vous êtes directrice adjointe au CNFPT de la Guadeloupe. On a déjà évoqué l'importance de la formation. Peut-être nous direz-vous justement ce que vous avez envie d'éclairer quant à ce sujet. Et puis avec Marie-Louise Thibet, qui est directrice du centre de gestion local à Basse-Terre, je vais vous demander toutes les deux de réfléchir à, selon vous, sur cette perspective de la politique emploi, sur son devenir, sur ses améliorations. Qu'est-ce qu'il y aurait à arrêter, tout simplement? Qu'est-ce qu'il y aurait à poursuivre et qu'est-ce qu'il y aurait à réformer? Et tout cela va se passer sous une double écoute, celle de Nadine Monbrun et de Marc Desjardins, qui nous rejoint et qui, justement, peut-être sur la pérennité de cette politique handicap, sur ce point de vue national, eh bien, vous éclairera et complétera votre témoignage. Voilà. Peut-être commençons avec vous, Madame Altis. Aujourd'hui, juste un petit mot sur la formation. Elle a été plusieurs fois évoquée quant à son importance. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Donc en réalité, la question de la formation se pose sous plusieurs angles de vue. Déjà, le premier problème, c'est la question de la formation initiale de la personne en situation de handicap qu'on souhaite intégrer ou maintenir dans l'emploi. Par ailleurs, le problème se pose également de la formation des référents handicap dont on a parlé tout à l'heure, la formation de l'équipe, enfin du collectif de travail au sein duquel on souhaite intégrer, et la formation de l'employeur lui-même. Donc effectivement, sur un certain nombre de ces personnes, nous pouvons intervenir, nous CNFPT, puisque notre vocation, notre cœur de métier est la formation des personnels territoriaux. Quelle est la formation la plus courue en matière justement d'accompagnement des uns et des autres? Alors elle s'appelle comment? Nous avons quelques difficultés. Pourquoi? Parce que toutes les formations que nous proposons sur les problématiques du handicap ont du mal à trouver preneur. Nous proposons des formations dont les intitulés sont par exemple intégrer une personne en situation de handicap dans son équipe, être référent handicap de sa collectivité. Et chaque année, nous sommes obligés de les reporter. Alors nous avons quand même pu réaliser, il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'allais dire un carton plein, pas entièrement en tout cas, nous avons pu constituer un groupe d'une douzaine de personnes qui assurent la fonction de référent, enfin, qui ont fait la formation de référent handicap. Pour ce qui est d'assurer la fonction, je pense que c'est une problématique qui est beaucoup plus difficile parce que faire une formation de 3 jours pour être sensibilisé à la fonction de référent handicap ne donne pas toutes les armes pour pouvoir exercer la fonction. Par ailleurs, je pense aussi que certaines collectivités ont cédé à un effet de mode en inscrivant les agents à ces formations, mais sans leur donner les moyens d'exercer la fonction, notamment la disponibilité, parce que je vais dire, on n'est pas référent handicap dans son bureau, on est référent handicap à la rencontre des agents, à la rencontre des services, et les agents, j'allais dire, c'est une fonction de plus. Alors, à une table ronde précédente, la question s'est posée de comment rémunère-t-on cette fonction? Et pour le moment, il n'y a pas de réponse. Non. Il y a une réponse qu'on va découvrir un petit peu après, si vous le permettez. Juste pour découvrir votre voisine, Madame Thibet, donc, dans cette fonction de direction au sein du centre de gestion. Voilà, libre propos. Et puis ensuite, je vous engage à aller vers ce carton, ce feu rouge, feu vert et feu orange. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer peut-être par présenter un petit contexte, des éléments de contexte. Effectivement, rejoindre parfaitement ce qu'a dit Madame Altis, puisque nous nous sommes aussi attachés à identifier des référents handicap qui sont pour la plupart également des gestionnaires ressources humaines, qui ont peut-être même une 3e casquette qui est référent action sociale, quand on a des fois les mêmes personnes sur plusieurs missions.
et qui en fait sont simplement des points d'entrée dans la collectivité. Ce sont des points d'entrée qui ne sont pas forcément des démonstrations d'une politique engagée par la structure en direction des personnes handicapées. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est la situation de la médecine de prévention, puisque le centre de gestion a un service de médecine de prévention et que particulièrement il se trouve démuni en termes ne serait-ce que d'effectifs, parce que comme ça a été dit, au niveau national, pas seulement au niveau local, il y a cette pénurie de médecins à laquelle la réponse a été effectivement prolongation de la durée de vie professionnelle ou compensation de la pénurie par l'installation d'un certain nombre de professionnels qui n'ont pas forcément cette spécialité. J'entends par là les infirmiers de santé au travail et les médecins collaborateurs. Donc toute cette réorganisation un peu du monde de la médecine préventive doit trouver ses marques vis-à-vis des collectivités et je veux simplement dire que ce travail n'est pas achevé puisqu'en décembre dernier, un décret est venu encore réformer la médecine du travail pour le secteur privé et que nous en attendons les effets par un peu, j'ai envie de dire ricochet peut-être, dans un délai qui n'est pas connu, sur la médecine préventive dans les structures publiques. Alors on ne sait pas si ce décret sera mis en œuvre, mais en tout état de cause, il distancie les délais de visite avec les agents, il organise des visites d'accueil qui peuvent être faites par des collaborateurs du médecin, en tout cas des partenaires de santé, et toute cette réforme-là va changer aussi le rôle du médecin de prévention auprès des collectivités. Néanmoins, l'approche du médecin vis-à-vis des personnels en situation de handicap sera toujours une approche privilégiée, de proximité. Et là, il va falloir qu'on se dote d'une organisation un peu différente pour répondre à ces problématiques. Ça, c'était les éléments de contexte. Maintenant, quand vous avez parlé de ce qui est à améliorer, à poursuivre ou à peut-être laisser un peu de côté, mes premières réflexions se portent sur ce qui est déjà fait. C'est-à-dire que malgré tout, on ne peut pas nier le chemin qui a été fait pour commencer à parler, à réfléchir à la problématique du handicap dans les collectivités. Ce sont des politiques des petits pas, parce que de toute façon, on l'a dit, on n'a pas forcément une stratégie posée, des interlocuteurs pérennes, mais il y a une progression et je sais que, ayant commencé sur ce terrain-là au centre de gestion il y a à peu près 5 ans, on s'aperçoit qu'effectivement, en interne, il y a des démarches qui sont entreprises, qu'il s'agisse des chartes de mobilité qui intègrent le fait de réserver certains postes aux personnes en situation de handicap, qu'il s'agisse des efforts de maintien dans l'emploi qui font intervenir parfois le centre de gestion. Donc cette politique des petits pas me fait dire quand même que ce n'est pas un sujet qui est totalement sous le tapis. Pour améliorer, bien sûr, il y a énormément de choses à faire. On est des acteurs, et je pense que M. Grandisson a bien évoqué la nécessaire coordination. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on puisse créer du lien entre les acteurs du handicap. Je pense que c'est un procès qui peut être fait aussi dans la gestion du handicap, dans les structures privées, les associations. On aurait peu ou prou le même type de discours, à savoir plusieurs opérateurs qui travaillent côte à côte, mais pas forcément avec une coordination. Donc je pense que ce mot-là, pour moi, c'est le mot qui va avec amélioration. Le fait de pouvoir effectivement dire qu'il faut arrêter ou suspendre certaines choses, c'est peut-être un petit peu présomptueux de ma part, mais je pense que nous sommes suffisamment d'acteurs, en tout cas à ce stade, pour pouvoir œuvrer pour le handicap, et que peut-être il ne faudrait pas créer un millefeuille de personnes en charge du handicap. Donc œuvrons avec les acteurs que nous sommes déjà et essayons de trouver cette fameuse coordination. Et pour ce qui peut être peut-être à mettre en perspective pour l'avenir, je pense que là, il y a déjà des points d'accroche. Je ne vais pas prendre le wagon de ce qui est déjà fait, mais la fusion des Cap Emploi et des SAMED, pour moi, c'est une cohérence et une évidence qui va dans le sens de la simplification. Et ensuite, peut-être tous ensemble, faire un travail de clarification des aides et des appuis dont peuvent bénéficier les collectivités pour qu'il y ait une meilleure lisibilité des supports et des acteurs, mais aussi des dimensions financières. Ensuite, dans nos collectivités, ce que nous constatons, c'est que beaucoup de questions du handicap tournent autour du maintien dans l'emploi,
parce que nous avons une fonction publique vieillissante et que cette fonction publique vieillissante, dans les 4 ou 5 ans, va mettre en exergue tous les problèmes de santé qui n'ont pas forcément été anticipés dans la prise en charge. Donc là, effectivement, il y aura à se dire que le handicap peut peut-être être plus traité au travers du maintien, dans un premier temps, pour sensibiliser mieux en intra, et après s'ouvrir au recrutement, ou parallèlement bien sûr, mais certaines collectivités vont être un peu freinées par le fait qu'elles sentent que dans leur structure, il y a déjà des problèmes de maintien à gérer.